Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les conseillers de Paris, cher Didier Lerest, mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades, plus d'un siècle désormais nous sépare de l'assassinat de Jean Jaurès. 100 années de tumulte et d'espérance, 100 années traversées par le souvenir de cette grande figure de la gauche, lâchement abattue au seuil de la grande boucherie de 14-18, prélude à ce siècle de fer et de sang. Jaurès, abattu ici même au Café du Croissant par la gangrène fanatique et nationaliste qui s'est emparée de son assassin Raoul Villain d'un coup de pistolet alors qu'il cherchait la plume à la main attablé avec une partie de la rédaction de l'Humanité l'ultime moyen d'éviter l'imminente déflagration. Jaurès, figure héroïque qui, jusqu'à son dernier souffle, tenta d'empêcher que la civilisation européenne ne s'abîme dans le carnage qu'il avait perçu avec une rare clairvoyance, multipliant les déplacements auprès de ses camarades de l'Internationale socialiste comme dans les ministères pour que la raison l'emporte sur la folie guerrière, pour que l'union des travailleurs prenne le pas sur les égoïsmes nationaux et sur les intérêts d'argent. Jaurès, l'inspirateur de la République sociale et laïque, Jaurès se lit, Jaurès se médite, Jaurès s'enseigne. La statue ne demande qu'à être dépoussiérée pour que sa pensée soit commentée et discutée, pour que son œuvre, passée au tamis de l'histoire, puisse continuer à inspirer notre avenir commun. Jaurès nous enseigne l'audace quand il épouse la cause socialiste, après avoir découvert le sort réservé aux mineurs de Carmaux par l'aristocratie locale qui leur déniait tout droit politique, ou quand il se détache de sa condition de naissance pour porter la revendication de droits universels pour tous les travailleurs, quels qu'ils soient, où qu'ils vivent et quoi qu'ils croient. C'est d'un geste intellectuel unique qu'il s'engage dans la lutte sociale auprès des travailleurs, des ouvriers, des mineurs de sa circonscription, n'hésitant pas à gravir l'estrade sur les lieux de travail, comme à l'Assemblée nationale où ses prises de parole et ses joutes oratoires contre ses nombreux et résolus adversaires résonnent encore. Il nous enseigne la grandeur du combat politique quand il décide de s'engager en 1902 dans la création du Parti socialiste français qui deviendra 3 ans plus tard la section française de l'Internationale socialiste grâce aux efforts considérables qu'il déploie pour fédérer et unir les différentes chapelles du mouvement ouvrier. Il nous enseigne le courage quand il prend fait et cause pour le capitaine Dreyfus, victime d'une cabale fomentée par l'aristocratie d'État et militaire parce que juif. Quel que soit l'être de chair et de sang qui vient à la vie, s'il a figure d'homme, il porte en lui le droit humain, lance-t-il à ceux qui pensent pouvoir trier les hommes et les femmes selon leurs origines, leurs croyances ou leur couleur de peau, et qui pensent pouvoir s'exonérer du combat contre le racisme où qu'il s'exprime. Il nous enseigne la sagesse quand il fut l'un des plus ardents promoteurs du concept de laïcité, prenant garde à rebours d'une abjecte mode contemporaine, de n'en jamais faire l'arme contre une religion, mais bien ce puissant principe qui garantit la neutralité de l'État vis-à-vis des cultes, quels qu'ils soient, laissant par la même occasion la liberté la plus totale à chacun de pratiquer sa religion tant que celle-ci ne s'impose pas à la société. Nous voudrions, écrit-il en 1904, que la séparation des églises et de l'État n'apparaisse pas comme la victoire d'un groupe sur d'autres groupes, mais comme l'œuvre commune de tous les républicains. Il nous enseigne la fraternité quand il appelle depuis l'Amérique latine, terre d'immigration, à une sécurité professionnelle des travailleurs du monde entier, afin d'éviter les divisions et les rancœurs
contre ceux qui n'ont que leur travail ou leur retraite pour vivre, et afin, dit-il, que chaque peuple apprenne à voir dans l'étranger un travailleur, un frère. Intellectuel hors norme, agrégé de philosophie, historien décisif de la Révolution française, journaliste de combat, Jaurès mêle en sa personne les qualités du cœur et celles de l'esprit. Sa pensée reste un fil conducteur alimenté par un siècle d'essor des idées progressistes pour comprendre le monde. Elle est une pensée en mouvement continu qui nous interpelle aujourd'hui encore. N'est-ce pas le cas quand la folle mécanique de guerre que certains cherchent à imposer à la porte du vieux continent en Ukraine pour mieux asseoir une domination totale et des visées impérialistes s'enlise en rouvrant les plaies du siècle passé et en ravivant les démons nationalistes? La pensée de Jaurès nous interpelle quand d'obscurs intérêts géopolitiques et économiques laissent croître la bête immonde du fanatisme religieux dans un Moyen-Orient dépecé et déstabilisé, vidé de ses forces vives progressistes par 30 années d'ingérence nord-américaine et de dictature choyée. La pensée de Jaurès nous interpelle encore quand la guerre économique, qu'il considérait comme le présage de la guerre militaire, redouble d'intensité à l'échelle de la planète, quand se multiplient ces traités de libre-échange transatlantiques ou transpacifiques, ou celui qui se négocie dans le plus grand secret contre les services publics et qui n'ont pour objectif que d'accroître l'emprise du profit sur les activités humaines, sur la production et le travail, et comble du cynisme, vise à mettre en place un droit des affaires au détriment des droits humains et environnementaux. Jaurès, c'est la clairvoyance pour que la politique, la coopération et la diplomatie prennent en permanence le pas sur la guerre économique et militaire. Il conservait sans cesse à l'esprit l'objectif de résoudre les conflits par le dialogue et par l'unité populaire pour dégager les principes d'un intérêt général. Comment, en ces moments, ne pas songer à la Grèce, victime d'une offensive idéologique et politique inédite contre ses choix démocratiques et sociaux, contre sa volonté de retrouver vie, honneur et dignité après une décennie d'humiliation, de privation et de souffrance, contre la voie politique assumée par notre ami Alexis Tsipras et ses camarades de Syriza pour porter l'exigence d'une Europe solidaire, en son sein une Grèce qui retrouve le chemin de la prospérité. Voie inédite qui n'a reçu pour réponse qu'un mélange de mépris, de menaces et de haine féroce, parce qu'il a osé rechercher un autre chemin que celui qui étrangle ses concitoyens, parce qu'il a eu l'audace de solliciter leur opinion, parce qu'en Européen convaincu, il a considéré que l'Union européenne allait à sa perte si elle poursuivait sur la voie de l'austérité perpétuelle et de l'antidémocratie. Alexis Tsipras s'est heurté au diktat de tous les chefs d'État européens, tous sans exception, tous, quelle que soit leur sensibilité politique, réunis dans une sainte coalition des serviteurs des puissances d'argent. Beaucoup de masques sont tombés dans une situation nouvelle qui nous renvoie à ces propos de Jean Jaurès, écrit en 1898 dans un article dont l'écho va vous surprendre un siècle après, je le cite. « Tant que le prolétariat ne sera pas assez organisé pour amener l'Europe à l'état d'unité, l'Europe ne pourra être unifiée que par une sorte de césarisme monstrueux, par un saint empire capitaliste qui écraserait à la fois les fiertés nationales et les revendications prolétariennes.
Nous ne voulons pas d'une domesticité internationale, nous voulons l'international de la liberté, de la justice et du droit ouvrier. Voilà les sillons dans lesquels, avec lui, nous marchons, dans des conditions évidemment nouvelles et complexes, qui posent désormais une question décisive à tous les progressistes en France et en Europe. Est-il possible de changer? Et comment? Sur quelle base peut-on transformer, refonder la construction européenne pour bâtir une union des nations et des peuples solidaires, libres et associés? Quelle dynamique pouvons-nous enclencher à l'échelle du continent pour faire plier l'oligarchie et mettre en œuvre une politique nouvelle de progrès social, démocratique et écologique? Les réponses ne sont pas simples. Elles impliquent que se rencontrent toutes les forces qui contestent l'austérité et la destruction de la démocratie dans toute l'Europe. Qu'elles se rencontrent, qu'elles se parlent, qu'elles confrontent leurs opinions afin de décider ensemble d'actions communes pour des objectifs communs. C'est ce que nous avons l'intention de faire à la Fête de l'Humanité dans quelques semaines. Par exemple, nous pourrions agir ensemble, par-delà les frontières, pour obtenir une conférence européenne pour la restructuration des dettes. Oui, travaillons à créer un mouvement unitaire européen pour libérer les peuples des chaînes de l'austérité et du chômage, et le plus tôt sera le mieux. En effet, la désespérance dans laquelle les dirigeants européens acculent les peuples commence à enfanter des monstres dans de trop nombreux pays. On ne peut laisser faire. Cela nous oblige au travail et à l'innovation. Cela nous oblige à rechercher l'unité de toutes les victimes de la crise. Cela nous oblige à l'action patiente et déterminée. Comment ne pas voir dans le vœu jaurétien d'une unité des travailleurs, des chercheurs et des intellectuels la condition préalable et indispensable à une paix durable sur notre continent, miné qu'il est par les antagonismes et les égoïsmes entretenus par une oligarchie féroce. Car la paix, le dernier combat politique de Jaurès, la grande affaire autour de laquelle il mobilisa toute son énergie jusqu'à ce qu'un bras vengeur et guerrier ne vienne le faire taire à jamais, la paix reste encore à construire. La paix qui est loin aujourd'hui d'être préservée par la prolifération d'armes atomiques qui mettent en péril l'humanité tout entière, a trop se reposer sur les lauriers d'une paix continentale, certes réelle. Les défenseurs de l'actuelle construction européenne s'aveuglent sur les tensions qui naissent un peu partout sur le continent et à ses marges. Observons combien le désordre du monde génère d'angoisse, fait ressurgir les démons nationalistes, replie les peuples sur des identités réelles ou fantasmées. Le moindre conflit se trouve inondé d'armements de plus en plus sophistiqués, produits essentiellement par les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le mythe néoconservateur d'une guerre propre a vécu et la bataille pour le désarmement, notamment le désarmement nucléaire, doit redoubler d'intensité. C'est bien par milliers que des civils périssent en Irak, en Syrie et sur le continent africain, fuient la guerre et la misère vers notre continent pour gagner le simple droit de vivre. C'est bien la Turquie, pilier de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, sur le continent, qui bombarde les Kurdes, lesquels Kurdes sont la seule force
qui affrontent avec courage, les armes à la main, l'État islamique sur le terrain. Et c'est eux qu'aujourd'hui on bombarde. Et comment accepter que les pays d'Europe, jour après jour, bâtissent une forteresse face à de courageux, oui, de courageux migrants qui n'ont d'autre choix que de fuir les guerres, les pillages et la misère que leur imposent d'autres parties du continent. Les images d'horreur qui défilent sur nos écrans, qui sont peut-être devenues banales pour nombre de nos concitoyens, laisseraient croire que la guerre est indissociable de la marche du monde, que la paix serait une chimère, un combat perdu d'avance face à l'implicable loi de la mitraille. Mais comment a-t-on pu en arriver là, alors que tant de personnes, tant de jeunes à travers le monde, partagent le simple et puissant désir de vivre, de travailler et d'aimer? Le péril est grand, mais il n'est pas invincible si nous gardons la clarté de l'esprit, la fermeté du vouloir, si nous savons à la fois avoir l'héroïsme de la patience et l'héroïsme de l'action, écrit Jaurès dans son dernier éditorial pour l'humanité. À Bâle en 1912, devant le congrès de l'Internationale socialiste, il s'écrie pour prémunir l'Europe du carnage. Mais il ne suffit pas qu'il y ait ici et là, dispersée et hésitante, une bonne volonté pour la lutte. Il nous faut l'unité de volonté et d'action du prolétariat militant et organisé. Eh bien, 100 ans après, y a-t-il moyen plus puissant de garantir la paix que de travailler à l'union des travailleurs du monde entier, de la jeunesse, afin que tous prennent conscience que leur intérêt commun n'est pas de se jeter dans la guerre au nom d'un Dieu, d'un État ou de quelques oligarques, mais qu'ils sont frères et sœurs, unis par la condition sociale qui leur est imposée par-delà les frontières. Ici réside la condition d'une paix réelle et durable. Jaurès, enfin, nous enseigne que la cause universelle d'une humanité, enfin réconciliée, doit s'appuyer sur le grand œuvre révolutionnaire, la République. La République reste borgne, dit-il, si elle n'investit pas le champ social, celui de la production, du travail et de l'économie. Elle sera sociale ou se dédiera de ses principes fondateurs. Et comment concevoir la liberté quand elle s'arrête à la porte de l'entreprise qui ne connaît 100 ans après Jaurès qu'une seule liberté, la liberté des actionnaires de décider des choix stratégiques et de la production, et donc du sort de millions et de millions de travailleurs. Comment concevoir l'égalité quand 67 personnes sur la planète, oui, 67 personnes, possèdent autant que la moitié de l'humanité, et quand en France, un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté? Comment concevoir la fraternité quand la religion, la couleur de peau, l'origine supposée s'imposent comme autant d'obstacles à une humanité enfin réalisée? C'est, nous dit Jaurès, parce que le socialisme proclame que la République politique doit aboutir à la République sociale. C'est parce qu'il veut que la République soit affirmée dans l'atelier, comme elle est affirmée ici. C'est parce qu'il veut que la nation soit souveraine dans l'ordre économique pour briser les privilèges du capitalisme oisif, comme elle est souveraine dans l'ordre politique.
C'est pour cela que le socialisme sort du mouvement républicain. C'est la République qui est le grand excitateur, c'est la République qui est le grand meneur. La République est un grand acte de confiance et un acte d'audace, aimait-il à répéter. Eh bien, c'est cette audace et cette confiance qu'il nous incombe de faire vivre à l'aube de ce nouveau millénaire, contre les intérêts particuliers qui écrasent et dominent, contre les guerres identitaires qui divisent et meurtrissent. La République sociale, fraternelle, laïque et universelle, chère à Jaurès, est un effort à toujours recommencer. Il y a 70 ans, les libérateurs du Conseil national de la résistance en ont creusé les sillons en créant une sécurité sociale, en élargissant le droit à la culture, en donnant la priorité à la jeunesse, en organisant la production dans l'intérêt général. Certes, beaucoup de choses ont changé, mais demeure l'immuable ambition d'émancipation humaine qui animait ses précurseurs, et on ne peut pas dire que c'est ce qui anime aujourd'hui ceux qui sont au pouvoir. Ce matin même, on est en train de valoriser une destruction issue du Front populaire, c'est-à-dire la Société nationale des chemins de fer, puisque, paraît-il, le nec plus ultra de la modernité va être de faire des parcours en car pour aller à Rennes et à Marseille en mettant 6 ou 7 heures alors que nous avons des moyens modernes comme le TGV. Fallait-il inventer le TGV pour circuler aujourd'hui sur des cars? Notre République aujourd'hui se meurt, phagocytée par des institutions monarchiques, noyée dans des taux d'abstention vertigineux, bornée par des traités européens antidémocratiques, étouffée par les intérêts égoïstes des possédants. La faire revivre, c'est bien sûr en changer les institutions, tourner la page de cette 5e République usée et anachronique, mais c'est surtout permettre l'émergence du large peuple sur la scène politique et sociale pour porter des droits nouveaux, de nouveaux services publics et de nouvelles appropriations publiques et sociales, ce qu'on appelait dans le temps des nationalisations. Exiger que l'argent n'irrigue plus les arrière-salles des marchés financiers au détriment du bien commun, mais que l'argent lui-même devienne un bien commun. Faire vivre une agriculture paysanne au lieu de laisser mourir à petit feu, comme on le fait depuis des mois, les petits et moyens agriculteurs. Exiger que l'environnement soit préservé de la folie productiviste dont se nourrit le capital insatiable. C'est par des œuvres d'éducation populaire, par le travail incessant, pour, comme le fait chaque jour l'humanité, révéler derrière les feux de l'actualité les funestes mécaniques en marche. C'est en élevant le niveau de conscience de toutes celles et de tous ceux qui n'ont que leur travail ou leur retraite pour vivre, de la jeunesse dont l'horizon est obscurci par le chômage et la précarité, que vivra la République. Comment, enfin, séparer l'action et la pensée de Jaurès de son action pour une presse libre et indépendante à la tête du journal qu'il fonda, l'Humanité? Voilà qui nous appelle aujourd'hui encore à la mobilisation. Alors que se multiplient les rachats de titres de presse, de radio et de télévision, que les médias dominants télévisés, imprimés et numériques se concentrent dans les mains d'une oligarchie de plus en plus étroite. Et ce phénomène dont nous parlons là se renforce considérablement depuis des semaines. Et quand nous parlons de la liberté de la presse, nous ne parlons pas d'une petite affaire. Quand on apprend qu'un grand magma du capital français vient de s'accaparer une chaîne privée, Canal+, qui désormais va empêcher certaines émissions ou pour, comme on dit,
les faire passer dans l'abonnement, c'est-à-dire ils ne seront plus diffusés en clair, qu'on se permet de changer les auteurs de ces émissions, je parle évidemment des Guignols de l'info, et que nous venons d'apprendre qu'il y a 2 jours, on vient de supprimer un magazine d'investigation qui portait sur la fraude fiscale parce qu'un ami oligarque de l'oligarque en question était mis en cause pour fraude fiscale à propos d'une banque qui, paraît-il, a derrière son nom le mot mutuelle. Voilà qui nous appelle à l'action, plus que jamais, pour défendre la liberté d'opinion, la liberté de la presse, et au-delà de cela, pour défendre l'humanité qui est menacée, malheureusement, car les mêmes forces dont je vous ai parlé tout à l'heure créent des conditions, comme le disait Marcel Cachin, de prendre l'humanité à la gorge, c'est-à-dire de ne pas lui donner les moyens de vivre comme il se doit. Certains, certes, critiquent la publicité à la télévision ou à la radio. Ils ont peut-être raison. Ceci dit, la vérité, c'est que la publicité à la télévision, à la radio et dans l'autre presse, nous la payons dans ce que nous achetons nous-mêmes, dans notre alimentation, dans nos réfrigérateurs et dans nos voitures. Dans ces conditions, pourquoi un téléspectateur d'une chaîne privée peut regarder son média grâce à cette publicité qui est déversée à jet continu dans ce média, et que le lecteur de l'Humanité qui a payé la publicité pour ce média se voit dans la situation où son journal est menacé parce que depuis le 1er janvier, on vient de réduire la valeur de la publicité dans l'Humanité de 400 000 €. Oui, l'Humanité est prise à la gorge alors que ses frais continuent d'augmenter. C'est ce qui nous a conduit ces dernières semaines, parce que nous étions dans une situation extrêmement difficile, à faire appel à vous en renforçant la souscription et en y ajoutant une campagne de prêt. Et au travers de ce rassemblement, je veux remercier celles et ceux qui, en plus de leur abonnement ou de leur achat quotidien chez le marchand de journaux, de leur journal, versent à l'Humanité. C'est une injustice de plus. Comment est-il possible que pour pouvoir lire l'Humanité, on doit payer 2 fois ou 3 fois son journal? Eh bien, il faut créer les conditions de rendre la vie de l'Humanité durable, solide, tout en menant la bataille idéologique que nous devons absolument mener contre les puissances d'argent, comme on le voit un peu partout, en Amérique latine, en Grèce, sur notre continent européen, dans notre propre pays, pour que nos concitoyens disposent d'un média qui puisse contrebalancer la contre-offensive idéologique et réactionnaire qui veut faire croire qu'il n'y aurait qu'une seule façon de penser, qu'une seule politique possible. Oui, il nous faut mener ce combat, et le combat pour l'humanité est un combat quotidien. 101 ans après son assassinat, la grande œuvre vivante de Jaurès reste la parution chaque matin de son journal qui porte sur le monde un éclairage unique, fidèle aux vœux de son fondateur, selon lequel c'est par des informations étendues et exactes que nous voudrions donner à toutes les intelligences libres le moyen de comprendre et de juger elles-mêmes les événements du monde. Eh bien, c'est notre tâche ardente, c'est la tâche que nous nous sommes fixée et c'est ce qui restera notre but. Je vous remercie.
manger le bas.